Ah, nickel. Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet qui est complètement différent. Je vais vous parler de la créativité chez le blog. Alors, la créativité, c'est un concept qui est extrêmement complexe. Il y a plein de définitions. Moi, j'en ai retenu une qui est relativement simple. Ma définition définit la créativité comme la capacité à reconnaître ce qui est nouveau comme étant nouveau, à savoir apprendre de ce que l'on observe et à savoir innover. Alors, souvent, cette capacité, elle est associée à d'autres capacités comme l'utilisation d'outils qui ont été pas mal décrites, notamment chez les primates et chez les oiseaux, avec notamment le grand corbeau. Et souvent, quand on parle de ce genre de sujet, on oublie certains modèles, et notamment le blob. C'est pour ça que je voudrais vous en parler. J'attends que le diapo revienne. Alors, le blob, c'est un organisme un peu particulier. Alors déjà, je vous préviens, parce que c'est vrai que c'est une erreur qu'on voit souvent en ligne. C'est ni un animal, c'est ni un champignon, c'est ni une plante, c'est son propre petit groupe, il est dans notre groupe. L'espèce, c'est Physarum polycéphalum. Il y a plusieurs espèces de blobs, et ce soir, je vais vous parler que de celle-là. Et c'est un organisme, comme il est unicellulaire, qui n'a pas de système nerveux. Donc voilà, il y a plein de trucs intéressants comme il n'en a pas qu'on va étudier. Je n'ai pas trop détaillé son anatomie, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la soirée, mais juste retenez la petite structure là qui ressemble à des bras, ça s'appelle un pseudopode. Je vais vous en reparler dans d'autres expériences, donc c'est bien de le retenir. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra dans son temps. Alors, avant de parler vraiment de créativité, comme c'est quand même le blob, un modèle qu'on n'étudie pas trop, que la créativité c'est quand même un sujet qui est assez complexe, je vais vous présenter d'autres expériences un peu plus simples. Comme ça, vous verrez un peu comment on étudie le blob, et ensuite on pourra parler de créativité. Parce que mine de rien, une question qu'on peut se poser avant de savoir est-ce que le blob peut être créatif, c'est est-ce qu'il est capable d'apprendre? Pourquoi on se pose cette question? Encore une fois, le blob n'a pas de système nerveux. Donc, est-ce qu'un organisme qui n'a pas de système nerveux peut apprendre? Ça, c'est une question. Alors, l'apprentissage comme la créativité, il y a plein de définitions. J'en ai choisi une qui est relativement simple aussi. Ma définition, c'est des changements relativement stables du comportement liés à l'expérience du sujet. Et l'apprentissage, pareil, comme c'est super compliqué, il y en a plein de types différents. Mais en général, quand on commence à étudier un nouveau modèle, par exemple le blob, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les formes d'apprentissage les plus simples. Pour une raison, c'est que quand on étudie un nouvel organisme, il va falloir faire de nouveaux protocoles sur un organisme qu'on ne connaît pas trop, donc on teste d'abord ce qui est simple, parce que c'est ce qui est le plus pratique. Et une forme super simple d'apprentissage, c'est l'habituation. L'habituation, c'est une diminution de l'expression d'une réponse comportementale à un stimulus à mesure qu'on répète le stimulus. Donc si je prends un exemple, si je diffusais un bruit soudain, un gros truc qui fait un bon boom, il y en a plein qui sursauteraient. Si dans la soirée, je vous en diffusais régulièrement le même bruit, au bout d'un moment, il y en a de moins en moins qui sursauteraient, et à la fin, plus personne ne sursauterait. Alors, chez le blob, on teste d'une manière un peu particulière. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des boîtes de pétri. Donc, vous voyez, celle à gauche, c'est la boîte de pétri avec le blob, et celle à droite, c'est une boîte de pétri avec des flocons d'avoine. Des flocons d'avoine, c'est des nourritures, les blobs, ils adorent. Et donc, l'objectif du blob, c'est d'aller rejoindre les flocons d'avoine. Et pour le rejoindre, il faut qu'il passe par la structure grise. En fait, c'est un mini-pont. En fait, dans le pont, on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut. Et dans le pont, on va mettre un truc que le blob déteste, c'est la caféine. Alors, ça surprendra les amateurs de café parmi vous, mais le blob déteste la caféine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une solution dans le pont qui contient de la caféine. Donc, comme ça, on va l'exposer à la caféine. On fait une fois par jour pendant 5 jours et on va mesurer son niveau d'aversion. On va voir comment il évolue au fil des journées. Alors, par exemple, si on regarde au premier jour, en général, le blob, il va mettre beaucoup de temps pour aller rejoindre les flocons d'avoine. Et si vous remarquez, là, le petit truc en jaune que j'ai dessiné, c'est le pseudopode. Il est tout petit, le pseudopode, pour une raison qui est simple. Plus il est gros, plus il s'expose à la caféine. Donc, comme il n'aime pas trop la caféine, il va faire un tout petit pseudopode comme ça, il s'expose beaucoup moins. Et par contre, si on regarde au 5e jour, le pseudopode, il est beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce que le blob, il tolère beaucoup plus la caféine. Ce qui fait qu'il va faire un pseudopode beaucoup plus gros, parce que s'il est plus exposé à la caféine, ça le dérange beaucoup moins. Et il va rejoindre aussi beaucoup plus vite les flocons d'avoine. Donc ça, c'est un critère pour dire que ouais, il y a eu de la différence. Maintenant, ce n'est pas une preuve non plus absolue. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que cette réduction de l'aversion, elle pourrait être liée à d'autres trucs, notamment peut-être à une fatigue du blob. Alors, pour être sûr que c'est vraiment de l'habituation, ce qu'on va faire, c'est que pendant 2 jours, on va arrêter de l'exposer à la caféine. En fait, on va refaire l'expérience, mais juste dans le pont, au lieu de mettre de la caféine, on va mettre de l'agar-agar.
Et l'agar-agar, le blob, bon, ça lui fait rien. Et ensuite, on va retester le niveau d'aversion. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le niveau d'aversion, une fois qu'on a fait la pause, il augmente. Et ça, c'est une preuve qu'il y a bien eu habituation. C'est comme si moi, avec le Stimus, le groupe Boom, là, si j'arrêtais de vous le diffuser pendant 2 semaines, que vous reveniez pour d'autres conférences, et que là, d'un coup, je rediffusais le même Boom, il y en a beaucoup qui sursauteraient, parce que vous n'aviez pas été exposé, vous avez perdu votre habituation, et du coup, vous allez recommencer à réagir au stimulus. Donc, le blob, il est bien capable d'apprendre. Mais, ça ne veut pas dire qu'il est présent dans tous les apprentissages. Là, on en a démontré qu'un seul. Et comme il sait apprendre, on peut se demander, est-ce qu'il est capable de transmettre ses apprentissages? Moi, par exemple, ce soir, je transmets plein de connaissances que j'ai apprises en lisant la littérature. On peut se demander, est-ce que le blob est capable de faire la même chose? Alors, pour faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un protocole qui ressemble exactement à l'expérience que je viens de vous présenter, mais à la place de la caféine, ils ont pris du sel. Donc, ils ont habitué des blobs à du sel. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test d'aversion. On a fait 2 groupes, les blobs habitués au sel, les blobs pas habitués au sel, puis on a comparé, et puis vous regardez les résultats, c'est cohérent avec ce que je vous ai présenté juste avant. Et en fait, ce qu'on sait chez les blobs, c'est qu'ils sont capables de fusionner. Et que quand ils fusionnent, ils échangent notamment des molécules. Et la question mystère, c'est est-ce que les blobs, quand ils fusionnent, ils sont capables de se transférer leur apprentissage? Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que pour les faire fusionner, on les met dans une boîte de pétri, tous les deux, on attend. Au bout d'un moment, ils vont fusionner. On les laisse fusionner pendant un certain moment, on les sépare, et puis on reteste la version pour le sel. Et bien, qu'est-ce qu'on observe? Que les blocs qui étaient initialement pas habitués au sel, ils se comportent comme s'ils étaient habitués. Donc, il y a bien eu un transfert de l'apprentissage par la fusion, ce qui est un truc quand même complètement dingue. Nous, on ne fait absolument pas ça, bien sûr. Et aussi, du coup, on sait qu'ils peuvent transmettre leur apprentissage, mais on peut se demander maintenant, est-ce qu'ils ont une mémoire? Parce que pour rappel, ils n'ont pas de système nerveux, donc ils sont capables de mémoriser, même si, par exemple, ils n'ont pas de cerveau. Alors pour ça, on fait un test qui s'appelle le test du labyrinthe en U. En gros, vous avez une boîte de pétri, vous avez les flocons d'avoine tout en haut. En bas, vous avez votre blob. Mais votre blob, devant lui, il y a une grosse impasse. Et donc pour rejoindre les flocons d'avoine, il va falloir qu'il sorte de cette impasse, donc il s'éloigne des flocons d'avoine pour ensuite les rejoindre. Et c'est pas si facile comme test parce que le blob, pour trouver les flocons d'avoine, en fait, il va détecter dans le substrat sur lequel il est des molécules du flocon d'avoine. Donc c'est-à-dire qu'il va devoir aller dans une zone où il détecte moins le flocon d'avoine pour ensuite aller le retrouver. Et en fait, le blob, il se débrouille super bien sur ce test. Et bien, du coup, on peut se demander pourquoi. Et bien, si on analyse un peu le gel, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une sorte de slime que le blob a déposé. En fait, le blob, il est capable, de reconnaître son slime, donc de savoir si c'est le sien ou celui d'un congénère, et de 2, il y a un truc assez particulier, c'est que quand le blob a le choix entre aller dans une zone où il n'y a pas de slime et une zone où il y a du slime, il va toujours dans celle où il n'y a pas de slime. En gros, il préfère toujours explorer des zones qu'il n'a pas déjà explorées. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans le labyrinthe en U. Il a exploré l'impasse, il a recouvert l'impasse de slime, et du coup, la seule issue qu'il préférait, parce qu'il n'y avait pas de slime, c'était la sortie. Donc, grâce au slime, le blob, il a une mémoire qui est externe. Et c'est assez impressionnant parce que ça explique notamment ses fortes capacités de résolution de labyrinthes. Ça, on va en reparler juste après, mais le blob, il est super fort pour résoudre des labyrinthes. Là, on va maintenant passer vraiment à des expériences directement en lien avec la créativité. Et la créativité, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas tester ça avec une seule expérience. Imaginez un peu, c'est comme si vous aviez un objet devant vous et vous vouliez savoir si c'est une voiture. Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder si c'est à 4 roues, si c'est un volant, si c'est un moteur. À la fin, vous allez dire, oui, c'est à 4 roues, un volant, un moteur, c'est bien une voiture. Une autre analogie qui sera peut-être plus claire pour d'autres personnes, c'est vous pouvez imaginer la créativité comme un puzzle. Et du coup, il faut prouver que le blob, il a bien toutes les pièces du puzzle, et donc il est créatif. Et du coup, on fait plein d'expériences pour tester chaque compétence. Alors, l'une des premières compétences, c'est la capacité à générer de nouvelles idées. Alors, ça tombe bien, je vous ai parlé des labyrinthes, on va reparler des labyrinthes. Comment on teste ça? On regarde comment le blob résout des labyrinthes. Donc là, on prend un labyrinthe circulaire qui est fermé. Et l'objectif du blob, c'est d'aller au centre, là où il y a le flocon d'avoine. Et en fait, au départ, vous voyez, là, il y a 2 pseudopodes, le jaune et l'orange. En fait, il crée 2 pseudopodes qui vont explorer le labyrinthe dans 2 directions différentes. En fait, il explore un peu au hasard, un peu comme nous si on se met dans un labyrinthe. Mais assez vite, en fait, on se rend compte qu'il arrête d'explorer au hasard et qu'il se dirige directement, vers le flocon d'avoine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à détecter les molécules du flocon d'avoine dans le substrat et qu'il les a utilisées pour résoudre le labyrinthe. Donc, il a vraiment changé de stratégie en cours de route
pour résoudre le labyrinthe. Donc ça nous montre bien que oui, il a la capacité à générer de nouvelles idées. Une deuxième capacité, c'est la pensée divergente, c'est la capacité à produire des idées uniques et variées. Alors là, pareil, ça paraît super abstrait, on se dit comment un truc comme le blob peut montrer ça. Eh bien, on le teste en regardant est-ce que le blob est capable de prendre deux décisions en même temps. Bon, encore une fois, on va utiliser de la bouffe. De toute façon, toutes mes expériences tournent autour de la bouffe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dispose des flocons d'avoine, mais pas au hasard. Là, vous voyez les deux flocons d'avoine au milieu, ils sont aussi proches du blob. Donc la question se pose, c'est que est-ce que le blob, il va d'abord aller explorer un flocon d'avoine, puis un deuxième, puis le dernier, ou est-ce qu'il va en chercher deux en même temps? Et s'il va en chercher deux en même temps, ça veut dire qu'il a bien de la pensée divergente, puisqu'il aura généré deux idées, produit deux idées. Je vais voir le flocon d'avoine de gauche, et je vais voir le flocon d'avoine de droite, et ça en même temps. Et bien le blob, c'est ce qu'il fait. Il va voir le flocon d'avoine de gauche et le flocon d'avoine de droite en même temps. Donc il est capable d'avoir des pensées divergentes, ce qui est assez impressionnant, vu qu'il n'a pas de cerveau quand même. Et pour ceux qui sont curieux, ensuite, ce qui se passe, c'est que les deux pseudopodes vont converger vers le dernier flocon d'avoine. Mais ça n'a pas vraiment de lien avec la pensée divergente. Une autre capacité, ça c'est la plus abstraite, c'est la capacité à faire des associations entre des concepts et des idées éloignées. Alors, pareil, c'est super abstrait, on se demande comment on peut bien tester ce genre de truc. Et bien, dans un premier temps, on va regarder l'expansion de plusieurs blocs dans un milieu qui est riche en nourriture. Alors, un milieu riche en nourriture, c'est totalement à l'opposé de ce que je vais présenter jusque maintenant. C'est un milieu où le substrat contient de la nourriture. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher des flocons d'avoine pour se nourrir. Le substrat les a déjà, donc il a juste à rester là où il est. Et quand on met tout notre petit bloc, là, on en a mis plein, on les laisse grandir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les blocs grandissent et qu'ils rentrent en contact dans ce dispositif-là, ils vont arrêter de grandir. Donc à la fin, ça nous donne cette forme-là. On a quand même encore des zones où le substrat n'a pas été colonisé parce que les blocs ont arrêté de grandir. Alors comme ça, on se demande bien ce que ça peut être, mais ne vous inquiétez pas, ça va devenir clair bientôt. Parce qu'on a une deuxième observation, on regarde comment un blob se déplace quand il est dans un milieu pauvre en nourriture. Mais encore une fois, on utilise les flocons d'avoine et on ne les met pas n'importe comment. On les met à peu près aux mêmes endroits qu'on avait mis, ou dans lesquels on avait mis les blobs à l'expérience d'avant. Donc ça donne ce dispositif-là avec tous les flocons d'avoine. Et ce que vous remarquez, le blob, il va visiter tous les flocons d'avoine, il est mis entre eux, ça fait un très joli réseau. Comme ça, c'est bien, la nourriture est distribuée dans tout l'organisme. Et peut-être, s'il y a des mathématiciens parmi vous, vous aurez reconnu deux concepts mathématiques. Le premier, ça s'appelle la zone en bleu, ça forme ce qu'on appelle un diagramme de Voronoi. Et le deuxième, ça forme de la triangulation de Delaunay. Et en fait, ces formes-là, elles ressemblent vraiment significativement, c'est pas du hasard, aux deux concepts mathématiques. Et le fait, tous ces dispositifs, on met les flocons d'avoine d'une certaine manière, et que le fait qu'on obtienne ces formes-là, ça nous montre que le blob, il est capable de faire le lien entre ces deux concepts mathématiques. Ce qui est quand même dingue, parce que des humains, on ne fait pas le lien, à moins qu'on s'y connaisse un minimum en maths. Et moi, je peux vous dire que je n'ai pas fait le lien, j'ai dû finir l'article avant de m'en rendre compte. Donc c'est vraiment, le blob, il est capable d'avoir des capacités qui sont très impressionnantes et que même l'humain n'a pas forcément sans entraînement. Et la dernière capacité que je vais vous présenter, c'est la capacité à exprimer des comportements conventionnels et non conventionnels. Alors, des comportements conventionnels, c'est un peu ce à quoi on s'attend en fonction du but du comportement, et non conventionnels, c'est des trucs qui paraissent un peu contre-intuitifs. Par exemple, je prends l'hibernation. Donc, des espèces comme les marmottes, elles hibernent. Elles hibernent pourquoi? Parce que l'hiver, il fait froid, il n'y a pas beaucoup de nourriture dans l'environnement, c'est pas très favorable pour nos conditions. Comme ça hiberner, c'est une stratégie qui permet d'éviter ces conditions assez défavorables. Donc, typiquement, une stratégie conventionnelle, la marmotte, elle hiberne l'hiver, et après, le reste de l'année, quand les conditions sont favorables, elle hiberne pas. Et du non conventionnel, typiquement, ce serait la marmotte, elle hibernerait au printemps, alors que finalement, elle n'a pas trop de raison de le faire. Et en hiver, alors qu'elle devrait hiberner, elle n'hiberne pas. Chez le blob, on a une capacité qui ressemble un peu à l'hibernation, c'est la sporulation. C'est le même principe d'entrer en dormance, mais là, c'est pas à cause de l'hiver, c'est par exemple si l'environnement est trop sec, si on fait nourriture, des choses comme ça. Et il y a deux questions qu'on se pose. Est-ce que si on est dans un dispositif particulier, on pourrait avoir le blob qui sporule dans des conditions favorables et qui ne sporule pas alors qu'il devrait parce que les conditions sont un peu pourries?
Et ça n'a jamais été observé, mais c'est quand même un dispositif qui est extrême. Donc ça ne veut pas dire que le blob, il ne peut pas alterner entre des réponses conventionnelles et non conventionnelles. Ce qu'il faudrait faire, du coup, ce serait bien, c'est tester avec un dispositif qui est quand même moins extrême. Et il y a des gens qui l'ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris donc, notre blob avec notre blob GPT. Et alors là, ce qu'on s'imagine en réponse conventionnelle, c'est que le blob, il va rejoindre le petit flocon d'avoine, il va se créer son petit réseau optimisé, comme ça la nourriture est bien distribuée. Bah, une fois qu'il a fait ça, finalement, il n'a plus vraiment de raison d'explorer l'environnement. Il a trouvé toutes les sources de nourriture. Il a fait son réseau qui lui permet de s'alimenter de manière optimale. Bon, il devrait s'arrêter. Et la réponse non conventionnelle, au contraire, ce serait que bah, même une fois qu'il a fait tout ça, le bloc, bah, il continuerait à se déplacer un peu partout sans vraiment but, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que le blob, bah, au début, il fait bien son petit réseau optimisé, ça c'est ce qu'on s'attend. Et ensuite, bah, il commence à se déplacer. Mais il retourne au flocon d'avoine qu'il a déjà colonisé, qu'il est déjà en train de consommer. On ne sait pas trop pourquoi. Il fait des ronds comme ça, des ronds, des ronds. Et donc, ça montre bien que le blob, il est capable d'avoir des réponses non conventionnelles. Alors, les expériences que je vous ai montrées, elles tendent à montrer que oui, le blob, il est créatif. Maintenant, je vous en ai présenté qu'une expérience par concept. En réalité, il y a plusieurs expériences. Et en plus, je vous ai dit en début de conférence, c'est qu'il y a plein de définitions de la créativité. Donc, si je prends les définitions, là, on considère que si le blob a tous ses concepts, il est créatif, bah, je vais dire, bah oui, le blob, il est créatif. Mais si je prends d'autres définitions, bah, peut-être qu'on dira, bah non, le blob n'est pas créatif. Alors, juste pour finir, souvent quand on parle du blob, notamment quand on en parle à ses parents, ils nous regardent avec de grands regards mais en se disant, mais de quoi nous raconte cette personne? Pourquoi il étudie le blob? Et je voulais vous montrer du coup une application un petit peu rigolote de l'étude du blob, où c'est des chercheurs qui ont utilisé le comportement alimentaire du blob pour créer des réseaux de transport en commun optimisés. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le plan de Tokyo, le plan de métro de Tokyo, avec toutes les grandes stations, avec des points d'intérêt, des monuments, des quartiers avec des sociétés, des choses comme ça. Et ils ont laissé comme ça le blob se développer dans son petit environnement et faire son petit réseau, où à la fin, il a fait son petit réseau, il a connecté tous les petits flocons d'avoine. Et ensuite, ils ont comparé ce réseau-là avec le vrai réseau des stations de Tokyo. Alors, on a quelques similitudes, mais il y a quand même grande différence. Et on a observé que le réseau que le blob faisait était bien plus optimal que le réseau de métro de Tokyo. Et aussi, on a fait ça aussi en France avec des réseaux avec les villes françaises pour relier, il y a des réseaux de TGV. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'en étudiant le comportement alimentaire du blob, bah, on est capable de faire des réseaux de transport en commun qui sont mieux que ceux qu'on a aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Juste, si vous avez envie d'en savoir plus sur le blob, je vous conseille les livres d'une chercheuse qui s'appelle Audrey Dussutour, qui a fait de super livres. Ils sont super intéressants qui traitent de plein d'autres sujets que moi, je n'ai pas abordés ce soir.